Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clément Lessort, en effet. Merci Nicolas pour ce lancement, cette présentation. Je suis journaliste économique et surtout très heureux de vous rejoindre cet après-midi, ce mercredi 25 août, sur cette magnifique scène de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Troisième saison, le fil rouge de la liberté qui nous accompagne évidemment durant ces journées. On va parler de cette liberté avec nos grands témoins, nos invités qui ont accepté courageusement de venir s'exprimer sur ce sujet sensible à deux titres. Le premier, c'est que la liberté, évidemment, est un principe, vous le savez, fondateur de notre système politique, de notre République, fondateur de notre histoire, de notre pacte social à la française. Et puis un sujet hautement sensible parce qu'il est chevillé, pleinement chevillé, à notre actualité, à l'actualité de notre climat social en partie dégradé et qui pourrait, d'une certaine manière, conditionner notre rentrée économique dans quelques jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis plus de 18 mois aujourd'hui, nos existences ont été conditionnées, abîmées peut-être, à la fois par un état d'urgence sanitaire qui s'est prolongé, en tout cas dont les exceptions se sont prolongées et coulées dans le droit commun par une série de projets de loi et puis de décrets. Nous avons vécu aussi la fermeture de nos frontières au niveau européen, le renforcement des contrôles de douane, des confinements en série, imposition des gestes barrières, et puis nos interactions sociales ont été dictées par le protocole sanitaire qui se poursuit, des couvre-feux instaurés dans plus de 200 villes en France, la limitation de nos déplacements également, l'interdiction de rassemblements ponctuels, l'utilisation de la vidéosurveillance, le suivi ou le traçage, comme on veut, des Français via l'application Tous Anti-Covid. Ça a été évoqué dans les tables rondes précédentes. Et la question de la confidentialité et du secret médical et de nos data santé. Et puis la mise en place et l'extension progressive, vous le savez, du pass sanitaire plus récemment. On va en parler évidemment de ces libertés individuelles et collectives. Est-ce qu'elles ont été abîmées? Est-ce qu'on va véritablement sortir de cet état de privation et recouvrer donc un jour prochain nos existences anciennes faites de pleine liberté. Madame la ministre Elisabeth Borne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, une première question, tiens, très spontanée, peut-être très directe, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de venir? Je sais que vous connaissez bien cet événement, ce n'est pas votre première venue, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de venir et qu'est-ce que vous attendez concrètement de nos échanges, bien entourés par deux médecins, un entrepreneur dans l'événementiel, un banquier et un artiste? Alors, comme vous l'avez indiqué, c'est un événement que je connais bien et que j'ai donc plaisir à retrouver à un moment où on a beaucoup de bonnes nouvelles dans le champ de l'emploi que je vais pouvoir partager avec vous, et puis aussi à un moment où la mise en place du pass sanitaire peut créer des inquiétudes ou soulever des questions. Donc je pense que c'est important de pouvoir répondre à ces questions. Bon, nous avons battu, Madame la Ministre, il faut le dire, effectivement, vous l'avez un petit peu évoqué dans vos premiers propos, tous les records d'embauche au mois de juin. L'activité partielle est au plus bas depuis septembre 2020 et les créations d'emplois au deuxième trimestre nous permettent quasiment de rattraper les niveaux d'avant-crise. Madame la Ministre du Travail, est-ce que vous êtes aujourd'hui sereine, confiante et pleinement satisfaite de la situation économique? C'est ça que vous êtes venue dire à nos chefs d'entreprise aujourd'hui? Alors effectivement, je pense qu'on voit tous que à partir du moment où on a levé les contraintes sanitaires au mois de mai et au mois de juin, notre pays est reparti vite et fort. Et assez tôt dans la crise, finalement, les carnets de commandes avaient retrouvé leur haut niveau d'avant-crise, par exemple dans le bâtiment ou dans l'industrie. Et on voit que ces dernières semaines, la consommation est aussi repartie très fort. Et évidemment, cette bonne tenue de notre activité économique, elle se reflète dans les chiffres de l'emploi. Donc vous l'avez dit, on bat tous les records sur les embauches. Je ne sais pas si tout le monde a en tête qu'au deuxième trimestre, il y a eu 2,2 millions d'embauches en CDD de plus d'un mois ou en CDI, et qu'effectivement les créations d'emplois ont surpris finalement nos prévisionnistes avec des créations qui étaient le double de ce qui était anticipé, ce qui nous permet effectivement de retrouver
le niveau d'avant-crise. On voit aussi que l'activité partielle, qui a été un outil très important pour préserver les emplois dans la crise, se replie fortement depuis le mois de juin. Et finalement, elle va se recentrer sur quelques secteurs qui sont plus durablement affectés par la crise sanitaire et qui vont pouvoir bénéficier de l'activité partielle de longue durée. Tout ça montre que le « quoi qu'il en coûte » décidé par le président de la République, c'était la bonne stratégie. Ça nous a permis de protéger nos entreprises et nos emplois, de profiter pleinement de la reprise économique et d'avoir un niveau de chômage aujourd'hui qui est le même qu'avant la crise, alors que je rappelle que dans la crise de 2008-2009, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, on avait un taux de chômage qui avait augmenté de 25% en un an. Donc évidemment, cette dynamique, on a envie de la préserver et c'est tout le sens de la stratégie annoncée par le président de la République avec le vaccin. On le comprend bien, Madame la Ministre, ce sont les bénéfices du quoi qu'il en coûte qui jouent à plein. Bruno Le Maire, il y a quelques minutes, quelques instants, était à votre place. Il nous expliquait que les aides, le quoi qu'il en coûte avait une fin. On allait faire du particularisme en fonction des secteurs d'activité. Est-ce que vous pensez que ces effets vont être durables ? Moi, je suis convaincu qu'on a permis aux entreprises de surmonter la crise et donc de profiter pleinement de la reprise économique. On ne va pas laisser les entreprises sans accompagnement. Je disais qu'il y a certains secteurs qui vont mettre plus longtemps à retrouver leur niveau d'avant-crise. On peut parler de l'événementiel, on peut parler de l'aéronautique. Et pour cela, il y a des outils aussi qui existent. L'activité partielle de longue durée qui peut permettre de protéger les emplois jusqu'à 2 ans. D'autres outils qu'on a inventés dans la crise avec les partenaires sociaux. Je pense au dispositif transition collective pour accompagner des reconversions de salariés, des secteurs dont les emplois sont menacés vers les nombreux secteurs qui recrutent. Et donc, ces aides, elles vont se poursuivre, mais en étant plus ciblées désormais. Bon, je voudrais qu'on parle évidemment du pass sanitaire. Je l'ai évoqué dans mon introduction. C'est une des préoccupations de nos chefs d'entreprise. Dans quelques jours, les collaborateurs, collaboratrices ont commencé à rejoindre et retrouver évidemment les entreprises après les congés d'été. Il y a son application qui pose question et qui inquiète nos chefs d'entreprise. Le Conseil constitutionnel a donc validé le pass sanitaire. Il avait été adopté par le Parlement le 25 juillet. Son application se fait donc dans le plus grand respect des règles constitutionnelles qui régissent notre République. Peut-être si on donne un coup d'œil dans le rétroviseur aussi également, au départ, il y a un sujet d'adhésion et d'acceptabilité de nos concitoyens. Est-ce que vous aviez été surpris, et on reviendra sur le pass sanitaire, par la docilité ou la soumission volontaire des Français au démarrage de cette crise et des mesures gouvernementales que vous aviez mises en place ? Alors, je pense qu'on a tous été un peu sous le choc au moment du premier confinement, mais je pense qu'on a tous aussi voulu se protéger. Et à l'époque, on n'avait pas le vaccin. Et donc, on a été amené à recourir à un confinement qui a été bien respecté par les Français. Aujourd'hui, heureusement, on a d'autres armes avec le vaccin et toute la stratégie pour à la fois se protéger de la 4e vague et en même temps ne pas casser la dynamique en termes d'économie et d'emploi. Toute cette stratégie, c'est la vaccination, l'obligation vaccinale pour les professions qui sont en contact avec les personnes les plus vulnérables, et puis donc ce pass sanitaire qui recueille l'adhésion de la très grande majorité des Français, dont la mise en œuvre se passe bien. Je pense qu'on voit à chaque fois dans les secteurs globalement se passe globalement bien, et que pour la plupart des secteurs qui sont concernés, on peut avoir une petite baisse d'activité à la mise en place, mais qu'ensuite on prend les habitudes. Et Bruno Le Maire a eu l'occasion de l'évoquer, la consommation, elle est très bonne sur les 15 premiers jours d'août. Elle est repartie aussi dans les hôtels, dans les cafés et les restaurants. Elle est au-dessus de ce qu'elle était en 2019 sur la première semaine d'application du pass. Donc je pense qu'il faut aussi peut-être qu'on ait un peu confiance en nous. C'est que finalement, ces nouvelles règles, on sait se les approprier, elles se mettent en place, elles se sont mises en place pour les clients. Et comme vous le dites, il y a un enjeu important, le 30 août, où elles vont aussi s'appliquer aux salariés en contact avec le public dans les établissements qui sont soumis au pass sanitaire.
Je pense qu'on peut être confiant dans le fait que ça va bien se passer, notamment parce que plus de 85% des adultes aujourd'hui ont reçu une première dose de vaccin et donc vont rapidement être en mesure d'avoir un pass valide sur cette base. Et puis qu'il y a d'autres façons aussi d'avoir un pass valide, notamment de faire des tests, et qu'on a beaucoup de solutions à disposition des employeurs et des salariés. Par exemple, de se mettre d'accord sur une affectation temporaire sur un poste qui n'est pas soumis à un pass sanitaire si le salarié hésite ou a des réticences, de se donner du temps en posant des jours de RTT ou de congé, et puis également de passer en 100% télétravail quand on est sur un poste qui le permet. Et ça n'est que dans l'hypothèse où ces différentes solutions ne permettraient pas de trouver un accord entre le salarié et l'employeur qu'on pourrait recourir à la suspension du contrat de travail et de la rémunération du salarié. Et de la rémunération, mais là encore, pour se donner du temps. Je précise aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions de la part des chefs d'entreprise qui sont concernés, que naturellement, dans la mise en place à partir du 30 août, on fera preuve de souplesse, comme on a su faire preuve de souplesse pour la mise en place du pass sanitaire dans les restaurants pour les clients. Bon, c'est donc à l'employeur, si on vous suit bien, qu'incombe la responsabilité de contrôler quotidiennement que chacun des salariés dispose bel et bien du pass sanitaire. Est-ce que c'est bien le rôle de nos chefs d'entreprise de les transformer en contrôleurs de la bonne santé ou de la bonne citoyenneté de leurs salariés, de leurs collaborateurs? Je pense que les chefs d'entreprise, ils sont bien conscients que l'alternative, c'est soit on reprend les outils qu'on a utilisés dans les 3 premières vagues, avec l'arrêt d'un certain nombre d'activités, soit on s'assure que les clients et les salariés en contact avec le public, effectivement, ont un pass sanitaire qui garantit qu'ils ne vont pas contaminer les clients ou leurs collègues. Et moi, j'ai vu, en tout cas les chefs d'entreprise avec lesquels j'ai échangé, notamment dans la restauration, ils se saisissent de cet outil. Ils ont été très proactifs aussi, et je voudrais le saluer, pour accompagner la vaccination de leurs salariés. Moi, j'étais à Nice récemment et j'ai des restaurateurs qui nous disaient que la situation, quand on a réouvert les restaurants, il y avait notamment dans un restaurant 4 salariés sur 25 qui étaient vaccinés, et là, ils sont tous vaccinés, sauf un, qu'il va falloir accompagner pour qu'il soit bien convaincu de l'intérêt de la vaccination. Bon, vous nous confirmez également qu'il peut y avoir des contrôles aussi par la gendarmerie, les forces de l'ordre, dans les établissements qui sont concernés, avec des amendes qui peuvent aller de 1 500 € pour les personnes physiques à 7 500 € pour les personnes morales, et respectivement jusqu'à 9 000 € et 45 000 € en cas de récidive. Est-ce que vous pensez que nos chefs d'entreprise ont besoin de ce type de signal ou signaux dans ce moment Alors, je vous confirme qu'on compte d'abord sur la responsabilité de chacun, mais là encore, pour avoir échangé avec des restaurateurs qui jouaient le jeu, je pense qu'ils sont convaincus, ceux qui jouent le jeu, qu'il faut aussi s'assurer que ceux qui ne joueraient pas auront un rappel à l'ordre. Et je pense que c'est l'intérêt de tout le monde que les bonnes règles s'appliquent partout. Jean-François Delfraissy, à côté de moi. Merci Madame la Ministre. On reviendra vers vous évidemment pour poursuivre nos échanges. Vous êtes président du Conseil scientifique Covid-19, institué le 11 mars 2020, si je suis bien renseigné, pour éclairer la décision publique dans la gestion de la situation sanitaire liée à la pandémie. On l'a bien compris. Est-ce que vous, quand on donne ce coup d'œil dans le rétroviseur, est-ce que vous regrettez parfois une forme d'irrationalité des décisions face à la sidération qui a été évoquée tout à l'heure, le choc de cette pandémie que nous n'avions pas prévue, dont nous ne mesurions pas la dimension et l'impact? Tout d'abord, il faut avoir, je pense, beaucoup de modestie sur la gestion de cette crise, parce que, vous l'avez bien compris, c'est ce virus qui, pendant longtemps, nous a dominés. Et il nous domine encore un peu, tant au niveau des scientifiques que des décisions, je dirais des décideurs. Beaucoup de modestie vis-à-vis de cette situation scientifique instable, où on construit, dans une certaine façon, sur l'incertitude. Alors, si on reprend de façon plus globale, toute grande crise sanitaire devient par définition assez vite
une crise sociétale, une crise politique et une crise économique. Si on reprend l'histoire des grandes crises sanitaires, il y a toujours eu finalement l'ensemble de ces déclinaisons. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut surtout pas laisser la gestion des crises sanitaires aux médecins et aux scientifiques. On est là pour éclairer, mais la gestion, elle doit être fondamentalement avec des décideurs politiques. Et donc le rôle de chacun est parfaitement clair là-dessus. Le deuxième élément, c'est que la réponse à ces incertitudes, on est habitué dans le monde médical et scientifique à gérer l'incertitude. Le monde politique est aussi, dans une certaine mesure, mais a du mal à l'admettre sur le plan sanitaire, parce que finalement, pourquoi on ne sait pas plus, pourquoi on ne sait pas plus tôt, pourquoi on n'a pas les vaccins plus tôt, pourquoi on n'a pas des médicaments plus tôt, et pourquoi on n'en sait pas plus. Alors, ça montre aussi qu'on est dans une belle démocratie, fondamentalement en France, quoi qu'on en dise, et que la démocratie telle qu'elle est quelque chose de fragile pour la gestion des crises. Hein, c'est plus facile, à la limite, d'être dans une non-démocratie et de prendre un certain nombre de mesures extrêmement drastiques. Quand j'entends que tout le monde admire le modèle chinois, il a aussi ses limites, vous pouvez le concevoir. Hein, et je pense que beaucoup d'entre vous ne souhaiteraient pas être dans un modèle chinois. Bon. Donc la démocratie, à certains moments, elle doit, y compris sur le plan sanitaire, et j'aurais fini de répondre à votre question, trouver un juste équilibre entre liberté individuelle et vision plus collective. Les libertés individuelles, eh bien, s'arrêtent, ou en tout cas doivent s'appuyer sur une vision plus citoyenne et plus collective. Et de cet équilibre difficile qui peut changer dans le temps d'une crise, en fonction de ce qui va arriver. Quand on n'avait pas de variant, on vous a dit un certain nombre de choses, et ensuite on vous a dit, 8 mois plus tard, ou avec le variant Delta, des choses un tout petit peu différentes. Et je comprends qu'il puisse y avoir interrogation des citoyens. Mais c'est bien là où se situe, dans cet équilibre difficile, liberté individuelle vis-à-vis de vision collective. Anne-Claude Crémieux, évidemment professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis de Paris, membre correspondant de l'Académie nationale de médecine. Je précise que vous avez fait commettre, vous avez rédigé, écrit un livre en 2009 qui s'appelait « Gouverner l'imprévisible ». Alors à l'époque, ça parlait de SRAS. Est-ce que ce livre était terriblement prémonitoire dans sa façon de nous expliquer comment ces crises sanitaires avaient à l'époque désarçonné les pouvoirs publics autant que les communautés scientifiques? Écoutez, je pense que le mot imprévisible s'adapte bien à cette crise. Dans ce livre, j'expliquais que l'effet de surprise et l'imprévisible étaient constitutifs des crises sanitaires, et je pense que vraiment, cette crise nous l'a complètement démontré. Et comme vous l'avez rappelé, c'est pourtant pas la première crise. Moi, je voulais prendre un exemple qui, en même temps, va un peu entraîner la discussion sur ce que vient de dire Jean-François Desfrécy, c'est le problème du confinement. Vous savez qu'à la suite du SRAS, donc une crise en 2003 avec un virus respiratoire et de la grippe aviaire, en France, on avait fait un plan qui s'appelait le plan de préparation et de réponse à la pandémie grippale. Ce plan a été travaillé par les scientifiques, par les dirigeants. Il a été après revu, et à aucun moment ce plan n'a envisagé l'idée d'un confinement. Il faut bien se rendre compte que le confinement, l'idée d'un confinement, était jusqu'en mars 2020 quelque chose qui était considéré dans toutes les démocraties occidentales comme à la fois irréaliste, inefficace, nous disaient nos scientifiques, et infaisable justement parce qu'on était en démocratie occidentale. Et c'est très intéressant parce que le ministre de la Santé anglais, qui était interrogé, à qui on se disait « mais pourquoi est-ce que vous avez mis si longtemps à confiner ?» Il a dit « mais parce qu'en mars, les scientifiques et nous, on pensait que c'était pas faisable. » Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire ce que c'est qu'une crise. La crise, c'est avant tout être confronté à une situation qui est totalement hors cadre, qui va surprendre tous les dirigeants, et on l'a vu, le confinement a été décidé en catastrophe, avec des dirigeants qui étaient totalement aveugles sur l'intensité, l'importance et la gravité
de l'épidémie. Donc la crise, c'est la surprise, c'est le hors-cadre, c'est l'imprévisible et c'est l'aveuglement. On a parlé, vous le savez bien, du brouillard des guerres. La guerre, c'est pas moi qui ai rapproché cette crise de la guerre, c'est le président. Oui, on est dans cette situation-là. Et dans cette situation-là, on imagine que à l'acmé de cette crise, il est évidemment extrêmement difficile, et je reviens au sujet de notre table ronde, d'arriver à déterminer quelle va être la décision la plus équilibrée pour à la fois préserver la santé et préserver l'économie et le social. C'est ce qui est arrivé à nos dirigeants. Donc nous avons fait le choix de sacrifier nos libertés devant l'irrationalité, ou en tout cas la puissance de ce virus. Oui, et en même temps, je pense que l'Occident, les démocraties occidentales, qui étaient pourtant considérées comme les pays classés les meilleurs pour les réponses aux risques infectieux, ont appris l'humilité, car finalement, de qui avons-nous pris l'exemple de gestion efficace de ces crises? Eh bien, de l'Asie, qui, c'est vrai, avait été confrontée de façon extrêmement brutale à la crise du SRAS en 2003, donc avait déjà appris des leçons. Mais qu'est-ce qu'on a appris de ce qu'on considère comme pas des démocraties? On a appris que le confinement était efficace, on s'en est servi, et une autre chose, on a appris que le masque était aussi notre deuxième arbre anti-confinement. Bon, on reparlera évidemment de ces stratégies vaccinales face au pays zéro Covid. Bertrand Burgala, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes artiste, musicien, fondateur du label Tricatel. Vous êtes chroniqueur aussi ponctuel sur Technicart et Rock & Folk. On suit vos chroniques avec grand plaisir. Vous êtes aussi président de l'association Diabète et Méchant parce que vous êtes insulino-dépendant depuis vos 11 ans, suite à un vaccin d'ailleurs. By the way, comment vous avez vécu, vous, en tant qu'artiste, cette situation, ce confinement, cette interdiction de liberté? Alors, j'ai la chance, j'avais pas beaucoup de gens qui venaient me voir en concert, donc j'ai été beaucoup moins impacté que d'autres. J'étais prêt, moi j'aurais pu faire quand il y a eu la demi-jauge, c'était absolument parfait pour moi. J'ai pensé à refaire des tournées, faire des salles à moitié vides, j'étais déjà prêt pour ça. Donc j'ai beaucoup moins souffert que les autres. En revanche, les artistes, les producteurs de spectacles, évidemment, ont été beaucoup plus impactés. Ensuite, ce qu'on pouvait redouter, c'est qu'il y aurait beaucoup d'œuvres. Il y a beaucoup de romans d'autofiction, etc., qui est tout un art Covid. Et en fait, il n'y en a pas eu. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est aussi parce qu'en général, les artistes sont persuadés que ce qu'ils ressentent, ils sont les seuls à pouvoir le ressentir. Et comme là, on était face à un phénomène que tout le monde pouvait éprouver, finalement, on n'a pas eu de film Covid, on n'a pas eu de roman un peu nombriliste là-dessus. Donc on a échappé à ça. Pas encore. Bon, peut-être que ça se prépare. Mais en revanche, en tant que producteur, puisque je m'occupe aussi du syndicat national de l'édition phonographique, qui est affilié au MEDEF, c'était assez intéressant parce que la musique, on la présente toujours comme une exception, et on le voit avec les difficultés qu'a le spectacle aujourd'hui. Je pense qu'on est plutôt aux avant-gardes de ce qui se passe. On est plutôt un très bon baromètre. Quand il y a eu le numérique, on a été les premiers à affronter avec beaucoup de violence le numérique. Tout le monde nous a regardé avec beaucoup de condescendance. Et puis les mêmes, quelques années après, ont été confrontés exactement au même problème. Donc quand on a dû faire face au numérique, c'est ce qui s'est passé. Et là, dans le cas du Covid aussi, on a été quand même le spectacle a été quand même très avant-poste. Mais en même temps, je pense que c'est toujours une erreur de mettre en avant la spécificité du monde de la culture. On est une industrie, on produit des richesses, on essaie de faire des choses ici. Et je pense que vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est toujours très payant de mettre en avant les artistes, l'exception culturelle, mais je pense que c'est assez désastreux aussi face à l'opinion, parce que ça donne l'impression qu'on demande des passe-droits, ce qui n'est pas du tout le cas.
quand on s'est battu face à certaines absurdités qui étaient par exemple de l'équité négative, quand les rayons de disques étaient fermés dans les grandes surfaces, c'était pas du tout parce qu'on demandait des passe-droits, mais parce que personne n'allait tomber malade en achetant un disque dans une grande surface à ce moment-là. Donc vous revendiquez être une industrie comme une autre, pas Absolument d'exception pour la musique. Absolument. Et je pense que la culture, le monde culturel, c'est quelque chose qui crée de la richesse. On a en revanche des problèmes que partagent beaucoup d'entrepreneurs, et moi ça m'a frappé en tant que responsable d'une toute petite entreprise, c'est que j'avais l'impression parfois que les pouvoirs publics voulaient qu'on fasse comme eux, c'est-à-dire qu'on s'endette. Et quand on est petit comme moi, moi je suis pas assez riche pour emprunter. Donc il y a des cas où effectivement le manque de financement c'est très important dans certains cas, mais pour des producteurs parfois ça peut être très dangereux parce qu'on peut finir par exemple par sortir des disques pour payer les dettes du précédent. Et donc ça m'a aussi beaucoup frappé. Et la dernière chose, c'est en plus quand je trouve qu'il y a un problème de dignité dans la dépense. Je suis tombé sur le site de la BPI et leurs opérations de plage. Alors j'ai vu que là c'était sur le Big Tour, rencontre sur le site de la francophonie. Donc j'ai vu le Big Tour de la BPI qui fait des animations de plage avec Pif Gadget. Et je me dis, je ne savais pas que c'était ça une banque publique aujourd'hui. Et donc il y a une espèce de jeunisme, de jeunisme de personnes âgées, en fait, parfois, quand ils font une espèce de démagogie jeunisme. Mais en tout cas, voilà. Bertrand Burgala. Je m'arrête. Bon, voilà, ça c'est l'événementiel de la BPI, nos camarades de la BPI. On verra, on fera une autre table ronde. Formidable. Mais... Pour autant, est-ce que la contestation, la revendication de nos libertés qui ont été abîmées justement dans ces mesures qu'on a évoquées, est-ce que c'est favorable à la création, à la créativité? Est-ce qu'on va avoir plein d'albums, plein de livres qui vont sortir pendant ce confinement? Ça a été propice à la création? Écoutez, moi j'attends, je ne pense pas que le ressentiment, par exemple, fasse de grandes œuvres. Il y a eu des chansons formidables pour faire libérer Mandela. Finalement, c'est la chute de l'URSS qui a plus provoqué sa libération que les chansons. Donc je ne crois pas du tout les chansons d'indignation, par exemple. Ça n'a jamais été très bon. Il y a eu des grands groupes qui en ont fait. Les Kings ont fait des chansons sur la société, mais d'une façon beaucoup plus indirecte. Donc je ne crois pas à ça. En revanche, oui, sur le diabète, vous me parliez du diabète. C'est vrai que là aussi, on a été un peu comme la musique, un peu aux avant-postes, parce que les paradoxes de la santé connectée, on les a connus. Tout un verbiage qu'on entend aujourd'hui, l'accompagnement, l'observance, toute cette pédagogie noire, c'est aussi des choses qu'on a expérimentées. Et Bertrand Burgala, on reviendra effectivement sur ce sujet du diabète et cette comparaison qu'on peut faire avec la gestion de la crise sanitaire Covid. Olivier Ginon, président de GL Event, moi je suis très content d'avoir un acteur de l'événementiel évidemment à cette table ronde, et pas n'importe lequel, vous êtes leader mondial des expositions. 25 pays étrangers qui vous occupent chez GL Event, 60% de votre chiffre d'affaires à l'international. Vous avez perdu 70% de votre chiffre d'affaires après une année record en 2019 à plus d'1,2 milliard d'euros. Comment est-ce que vous avez vécu cette année 2020 et les mesures gouvernementales qui vous ont mis de toute façon à l'arrêt après le Covid? On avait décidé tout simplement entre vivre et mourir de vivre. Donc, vous voyez que cet événement qui est monté aujourd'hui, ça démontre la souplesse et l'agilité de tous les collaborateurs du monde de l'événementiel. Je crois que fondamentalement, notre groupe a été préparé par la Chine, puisqu'on est présent fortement en Chine et on avait déjà cette maladie-là 2-3 mois avant qu'elle arrive en France. Donc on a pu, pour tout vous dire, avant le 6 mars, on avait fait le tour de toutes nos filiales en Europe pour mettre des règles en place. Et le 15 mars, tout fermait. Donc, je crois que ça nous a permis, l'exemple international, d'aborder cette crise avec à la fois de l'humilité et à la fois une trouille au ventre totale, parce qu'il ne faut pas se tromper. On a été fermé, on est une entreprise qui, directement et indirectement, employons 10 000 personnes. 5 000 qui sont des personnalités, des sous-traitants, des spécialistes de tous les métiers, de tous les corps de métiers français. Ça va des intermittents du spectacle aux menuisiers, aux paysagistes, enfin à tous les métiers pour faire des grands événements ou des salons, ainsi de suite dans le monde. Donc je crois que ça a été une expérience dont on se serait passé
Et je rebondirai un tout petit peu sur ce que vient de dire notre ami, mais quand j'ai créé mon entreprise il y a 42 ans, mon père m'avait dit « tu feras en sorte de toujours pouvoir rembourser 3 ans de dette ». Et si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas passé beaucoup de crises. Et moi, j'ai toujours été surendetté, ça m'a permis de très bien travailler avec mes banquiers, mais j'ai toujours eu beaucoup de cash. Et je suis rentré dans cette crise avec plusieurs centaines de millions de cash, ce qui nous a permis de pouvoir, avec les mesures du gouvernement, et il faut quand même reconnaître d'une manière forte qu'il n'y aurait plus de métier de l'événementiel, il n'y aurait plus de métier du S1 et S1 bis, des secteurs S1 et S1 bis, s'il n'y avait pas eu sans doute ce président de la République avec cette équipe qui a fait un travail remarquable. Parce que, bien sûr que pour certaines ETI, et vous le savez, Madame la Ministre, et je me sens un petit peu concerné, il y a des trous dans la raquette, mais le sujet fondamental, c'est qu'on a permis à la filière de continuer à vivre. La dette, elle sera certainement traitée dans certains cas, et je pense que les banquiers ont vraiment joué le jeu. Le fondement quand même d'un équilibre d'une entreprise dans l'événementiel, comme dans tous les autres métiers, c'est son rapport à l'équilibre financier de son bilan. Et lorsque le déséquilibre du bilan vient d'une fermeture administrative d'un métier, on peut dire que sur 17 mois, le métier de la filière événementielle ou l'économie du sport dont je m'occupe a été fermé 16 mois sur 18 mois, qu'on va dire. Et fondamentalement, il faudra, Madame la Ministre, continuer à aider certaines petites entreprises au niveau des aides, au niveau des charges sociales, ainsi de suite. Autrement, on aura beaucoup de décès d'entreprises, si je peux parler comme ça. Mais Olivier Ginon, c'est déjà le cas. Je veux dire, ce que vous ne dites pas, c'est que 20% des acteurs de la filière ont été rayés purement et simplement de la carte du paysage événementiel. Oui, mais la réunion d'avant, en dehors du fait que je n'ai pas bien compris ce que disait le dernier intervenant, mais la réunion d'avant traitait des effets d'accompagnement par des effets de sauvegarde ou autres. On l'a vu dans notre métier que ça marchait bien pour certaines entreprises. Je crois qu'il faut surtout ne pas se tromper. Les entreprises de 2-3 personnes, elles vont retomber sur leurs pattes d'une manière ou d'une autre. Il faudra simplement les aider pour ce rebond. Parce que c'est tout cet ensemble de petites entreprises qui fabriquent notre filière. Et ça, c'est primordial pour les événements. N'oubliez pas que le monde du spectacle, il monte et il démonte toutes les nuits et qu'il faut du personnel de qualité pour faire ce travail, et ainsi de suite. Bon, donc tout ça pour conclure, si nous tous ici présents voulons que la filière de l'événementiel existe, la réponse, elle est dans cette salle. Elle n'est pas ailleurs. Il y a les salons qui redémarrent, il y a les événements qui redémarrent. Il faut que tous les représentants en France des groupes internationaux arrêtent de tirer le parapluie et pour dire on ne va pas exposer dans les salons parce que notre direction internationale nous dit qu'il ne faut pas le faire. Et il faut que toutes les grandes entreprises françaises, je me permets de le dire, fassent de même et qu'on ne croit que la réunion aujourd'hui, avec la vaccination, avec le pass sanitaire, c'est aussi sûr que d'aller chez Carrefour ou d'aller dans un stade comme le PSG à 49 000 personnes. Donc, vous êtes tous nos clients de la filière. Je vous remercie d'abord d'être nos clients depuis tant d'années. Mais s'il vous plaît, continuez et allez-y fortement et on vous acceptera tous. Dont acte, Olivier Ginon, évidemment applaudi par une grande partie de nos chefs d'entreprise qui ont effectivement cette responsabilité de relance de la... Ça va nous faire du chiffre d'affaires, ça. Événementiel, effectivement, autant d'applaudissements que de contrats, c'est bien parti. Jean-François Delfrécy, avec une couverture vaccinale plutôt, en tout cas complète, on y va, on a le sentiment qu'on y va dans notre pays, avec les gestes barrières encore respectés, peut-être ce sera la conciliation des deux, Anne-Claude Crémieux nous le confirmera. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver nos libertés ? Tout d'abord, disons que c'est aussi un succès finalement de l'esprit humain et des entreprises. Hein. Finalement, trouver des vaccins contre le SARS-CoV-2 dans le délai dans lequel ils ont été trouvés, ça témoigne de tout le PowerPoint scientifique qui avait été mis en place avant, mais qui, à cette occasion, s'est considérablement accéléré. Et il faut le vivre comme tel, il faut vivre comme une chance majeure une série d'entreprises s'appuyant sur des recherches académiques antérieures, hein, bien sûr, autour du mRNA, aient pu mettre très rapidement en place ces vaccins. Alors, ces vaccins, je vais juste faire ce point technique parce que je sais qu'il y a confusion
et y compris, je dirais, quel que soit le public. Ces vaccins ont une efficacité qui est grande, voire très grande, pour nous protéger contre les formes sévères et contre les formes graves. C'est là l'essentiel, finalement, du débat, puisque c'est là où se réduit l'impact sur le système de soins et le système hospitalier. Par contre, on a toujours eu un débat sur ces vaccins protègent-ils contre l'infection. Alors, spontanément, un vaccin pour nous tous, y compris pour les médecins, est un vaccin qui protège contre l'infection. Or, finalement, ces vaccins ont un effet limité sur l'infection. C'est-à-dire qu'on peut être vacciné, protégé contre la survenue de formes sévères et de formes graves, et le niveau de protection contre l'infection, il est plutôt de l'ordre de 50-55%, on le sait maintenant. Donc c'est bien cette différence que vous avez tous du mal à comprendre. Je vous rassure, moi aussi, il m'a fallu un certain temps de concevoir tout cela, enfin, et les autres médecins, et Anne-Claude pourra en témoigner également. Bien distinguer la force de ces vaccins, la puissance de ces vaccins, qui nous protègent contre les formes sévères et les formes graves, et en fait le fait qu'en étant vacciné, on peut néanmoins être infecté, en particulier par les nouveaux variants. Alors après avoir ce rappel très technique, mais qui était important dans le contexte de cette rentrée, oui, au niveau de vaccination auquel nous sommes associés aux autres éléments du pass sanitaire qui ont été rappelés par Madame la Ministre, on est dans un modèle qui permet de réduire véritablement de façon très significative, je dirais, le mécanisme très général de cette pandémie. Donc retour à la vie normale dans quelques semaines, c'est ça que vous nous dites aujourd'hui? Non, je ne vous ai pas dit ça. Bon, c'est ça qu'on voulait entendre. Je vous ai dit que c'est une vie avec le pass sanitaire qui n'est quand même pas une vie normale. Hein. C'est une contrainte, il y a une atteinte aux libertés dans une certaine façon, mais c'est nécessaire. On va avoir probablement une rentrée qui va se passer, qui va se dérouler à peu près bien. On aura peut-être quelque chose d'un peu plus difficile fin septembre, avec à la fois le retour, je dirais, des vacanciers dans les grandes métropoles, la rentrée scolaire avec les questions qui se posent sur cette fraction d'enfants de 5 à 12 ans qui ne sont pas vaccinés et qui ne pourront pas être vaccinés avant probablement le début de l'année 2022, donc qui va être une source, entre guillemets, ni plus ni moins que les autres, mais de transmission. Et puis enfin, on aura le fameux, probablement, élément un peu climat et temps qu'on a vécu, rappelez-vous, en septembre dernier. Donc on y va avec confiance, on y va avec le pass sanitaire, avec quelque chose qui est solide, qui n'est pas du béton, mais qui est solide pour pouvoir créer un certain nombre de manifestations. Et puis ensuite, mais on en parlera peut-être à la fin, ensuite c'est comment on va vivre la suite, avec d'un côté les pays les plus riches qui auront été vaccinés, les 40 ou 50 pays les plus riches qui auront été vaccinés, et le reste du monde. Et il va bien falloir trouver une solution aussi pour vacciner de façon significative le reste du monde, parce que c'est là où se créeront les variants résistants au vaccin. Anne-Claude Crémieux, on va évidemment poursuivre dans le sillage de l'intervention du professeur Delfrécy. Je voudrais simplement vous lire le dernier avis, en tout cas qui a été produit par le Conseil scientifique Covid-19, où on nous dit certaines réactions d'opposition à la mise en place du pass sanitaire dans la population générale et dans des groupes professionnels doivent être prises en compte, vous nous dites, et susciter notamment des campagnes de communication ciblées ainsi que des efforts important de pédagogie. Est-ce qu'il y a un loupé en termes de communication, plus finalement que de vaccins ou de passe sanitaire? Le sujet, c'est la pédagogie et la communication? Alors, deux choses. Je pense que l'exemple de l'émergence des variants, il est aussi terriblement instructif, parce que on voit bien les limites de la prévision scientifique. Il faut le dire, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on suit une épidémie à la trace, qu'on suit les transformations génomiques du virus. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ça 30 ans après. Et ça nous trouble énormément, parce qu'on se rend compte qu'on est totalement incapable aujourd'hui de prévoir ce qui va se passer demain. On l'a vu, on n'a pas été capable de prévoir le variant anglais, on n'a pas été capable de prévoir le variant Delta. Et c'est quelque chose qui a été résumé dans la littérature scientifique il y a déjà 10 ans, qui s'appelle la prévisible nature imprévisible des épidémies. Donc je pense qu'il faut être extrêmement humble vis-à-vis de ça. Et moi, ce que je constate, c'est que les dirigeants, les citoyens, les politiques même, ont appris à gouverner dans l'incertitude. Et donc,
c'est quelque chose qu'on sait faire dans notre vie et que clairement, aujourd'hui, on a des dirigeants, on a probablement des chefs d'entreprise qui ont acquis finalement cette capacité et qui sont devenus très bons. Le problème, c'est que les dirigeants vont changer. Alors, qu'est-ce qui va nous rester de cette expérience? Quant aux citoyens, Si vous annoncez ce qui va se passer pour la ministre, non, en plus, mais, alors là, rendez-vous je ne dis pas compte. qu'ils vont changer tout de suite, mais je Bon. dis qu'ils changent forcément. Mais quant aux citoyens, il y a quelque chose qu'il faut qu'on constate, c'est que non seulement il a, je dirais, appris l'incertitude scientifique, mais en plus, on peut être parfaitement, je dirais, admiratif de la façon dont ils ont modifié leur comportement au fur et à mesure des nécessités. Personne ne pensait, je vous l'ai dit, qu'on allait accepter de se confiner. Je vous rappelle que quand on a parlé du masque, tout le monde nous disait jamais les Français ne porteront un masque. 85% des Français ont porté un masque systématiquement en sortant de chez eux. La vaccination, 50% d'intention de vacciner en décembre. En juillet, on est à 75%. Donc, il y a une capacité d'adaptation que moi je connaissais parce que j'avais fait de la prévention, mais qui est particulièrement extraordinaire. Ça veut dire de normalisation en termes de santé publique. C'est ça qu'on est en train de se dire. Voilà, adaptation à la menace, adaptation au risque et adaptation aussi, je le maintiens, à l'incertitude. Laurent Mignon, merci d'être avec nous. Également, aujourd'hui, vous êtes président du groupe du directoire BPCE, évidemment, Banque Populaire, Caisse d'épargne. Bon, la parole du banquier, elle est importante parce que vous avez accompagné les entreprises au plus fort de la crise, même dès le démarrage, main dans la main, évidemment, avec le gouvernement. Ça a changé le regard des Français à l'égard des banques qui étaient, allez, pardon de le dire directement, mais coupables de la crise financière en 2008 et partenaires des entreprises en 2020. Alors, je ne sais pas si ça a changé leur regard. En tout cas, ça a changé nous, on a travaillé de façon très étroite avec nos clients. Vous l'avez rappelé, 2008, c'était une crise d'origine financière et donc le système financier était coupable. 2020, ce n'est pas une crise financière, c'est une crise sanitaire qui se traduit par un arrêt de l'activité. Et donc on est dans quelque chose de totalement différent. Et qui ne s'est pas traduit par une crise financière. On n'a aucune crise financière encore à ce jour. Il ne s'est pas traduit parce que la réactivité justement de tous les acteurs a été, je crois, exemplaire. Et moi, je tiens à le dire, on parlait d'adaptabilité à l'incertitude d'une crise. Le confinement a été annoncé ou a pris effet le 16 mars 2020. 16 mars 2020. Nous, on a fait des moratoires sur l'ensemble des crédits, 420 000 crédits à entreprises et professionnels le 20 mars, pour 6 mois. Et le 25 mars, on s'était mis d'accord avec le gouvernement, avec un travail qui avait été fait de façon intensive sur les PGE, et nous avons fait notre premier PGE le 25 mars. Donc, il s'est passé une semaine entre les deux. Ça montre la capacité de réactivité qui a été faite. Nous avons formé, nous, 15 000 collaborateurs au PGE en 3 jours pour qu'ils puissent les diffuser de façon large, ce qui nous a permis de diffuser, nous, groupe BPCE, 31 milliards de PGE aux entreprises, 90% à des PME, qui leur a permis de traverser la crise. Alors je sais que la dette, ce n'est pas forcément quelque chose de bien, mais avoir de la trésorerie, pouvoir passer ces phases-là, ça permet de préserver l'outil industriel, ça a permis de préserver les emplois, même s'ils étaient non travaillés, qu'ils étaient payés en chômage partiel, mais ça a permis de préserver ce qui aujourd'hui permet d'avoir une reprise forte. Et ce travail-là, cette adaptabilité, moi je trouve que c'est une des grandes conséquences, leçons de la crise. Cette mobilisation générale, moi je l'ai trouvée exceptionnelle. Et on peut, je crois, en être tous fiers, parce qu'elle a été générale, le gouvernement, le système financier, les banques et les entreprises. Rappelez-vous le télétravail, à quelle vitesse, Madame la Ministre, vous voyez bien, à quelle vitesse on est passé en télétravail. Je tiens à dire que les agences bancaires sont restées ouvertes. Nous, 95% de nos agences bancaires sont restées ouvertes. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un métier de proximité et qu'il fallait être proche des clients pour les accompagner. Cette capacité qu'il y a eu d'adaptabilité, on l'a retrouvée dans la rapidité pour trouver des vaccins, on l'a retrouvée. Donc moi, je trouve que cette crise, finalement, elle est porteuse d'un énorme espoir. La capacité de l'être humain et des organisations à s'adapter à quelque chose dont on n'avait absolument pas la capacité à mesurer l'ampleur avant.
Et aujourd'hui, moi, je suis extraordinairement optimiste sur la capacité de développement des entreprises françaises et de l'économie. On le voit par les chiffres, hein, on a des développements économiques qui sont très bons, mais surtout, on a montré cette capacité de réactivité et d'adaptabilité. Bon, Laurent Mignon, évidemment, résolument optimiste, on le comprend bien, malgré aussi la mesure ou l'humilité de nos médecins qui nous disent finalement, on va vivre dans un contexte aussi d'incertitude. Les banques vont continuer à prêter de l'argent aux créateurs en early stage, à l'amorçage, et donc garantir la liberté d'entreprendre dans ce pays. Écoutez, on l'a fait pendant la période de la crise, on continue à le faire. Aujourd'hui, les crédits d'équipement aux entreprises sont à un niveau supérieur à celui de 2019. Premier semestre 2021, on a fait, nous, groupe BPCE, 20% de plus de crédits d'équipement aux professionnels et aux entreprises qu'on en avait fait pendant le premier semestre 2019. Je ne comprends pas l'année 2020, je prends l'année 2019. Le crédit à la consommation, qui représente la volonté de consommer des Français, est aujourd'hui 13% supérieur à ce qu'il était sur le premier semestre 2019. Donc tout ça montre que, un, il y a une volonté d'investir des entreprises, et deux, il y a un souhait d'accompagner ces entreprises des banques qui est très réel. Et je crois qu'on est là, on a montré, moi je crois aussi pour nous qui est important, on a montré que les modèles de proximité qui sont ceux où on est proche des clients sont les modèles qui vont permettre de s'adapter aux besoins de chacun, de les accompagner et d'accompagner les entreprises. Oui, il y aura des banques pour accompagner la reprise, il n'y a aucun doute, en tout cas pour le groupe BPCE, c'est certain. Merci de nous rassurer. Jean-François Delfraissy, est-ce qu'on apprend finalement de ces crises-là? On a l'impression qu'on recommence à chaque fois à zéro. C'est ce qu'il faut retenir aussi de la prochaine crise sanitaire qui va nous tomber dessus, dont on ne connaît pas encore l'ampleur ni la nature. Non, mais je partage l'esprit d'enthousiasme et de créativité qui sort de cette crise en général. Juste un petit mot, puisque j'ai l'occasion là d'être devant une série de patrons. Attention de parvenir business as usual. J'ai quand même eu plusieurs mails récemment de citoyens voulant prendre des crédits immobiliers qui avaient fait un Covid et qui l'avaient déclaré et qui ont des surprimes autour des crédits sous prétexte qu'on a décrit du Covid long, ce qui est vrai, ce qui est une vraie entité, le Covid long. Donc attention, c'est-à-dire que on est tous main dans la main et il faut qu'on le reste, mais attention de ne pas revenir, j'ai connu ça sur d'autres périodes, et en particulier sur le milieu assurance, mais merci de tenir compte du fait que, eh bien, ils doivent rester, d'avoir fait un Covid, ne doit pas impliquer une vie entière à avoir une surprime autour de ces crédits. Bon, sur la créativité, sur ce qu'on va sortir. Écoutez, c'est très difficile, Anne-Claude Camieux l'a dit, de faire de la prévision et on ne va pas se lancer là-dedans. On sort avec quand même une série d'éléments très très forts sur, en effet, la réponse très rapide économique, la réponse scientifique qu'on juge évidemment et médicale qu'on juge toujours trop longue. On a en piste, par exemple, sur probablement la fin de l'année, aussi une nouvelle stratégie avec l'arrivée de médicaments d'antiviraux directement dirigés contre le virus, chose qui nous ont manqué jusqu'à maintenant, vous le savez, et qui permettrait d'avoir une stratégie de type test and treat, sur lequel, immédiatement, dès qu'on est testé, on prend 5 jours, 4 comprimés par jour, et on est capable à la fois de réduire la survenue de formes sévères, mais aussi de réduire la transmission. Donc, ce qui permettrait d'être non pas concurrent vis-à-vis de la vaccination, mais d'être additionnel pour certaines. Vous imaginez en Outre-mer, si on avait cette stratégie, si on avait cette possibilité de stratégie actuellement, on pourrait évidemment faire mieux. Donc moi, fondamentalement, je suis optimiste. Je pense que l'homme de Midras virus, j'ai vécu le VIH, j'ai vécu l'hépatite C, j'ai vécu une partie d'Ebola. On a tiré enseignement de ces crises. On a finalement réussi par gagner dans des grandes pandémies. Celle-ci est très particulière. Mon vrai souci, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comment ce monde va vivre en 2022 avec 40 ou 50 pays qui vont être vaccinés. Bon an, mal an, on va y arriver. Et puis le reste du monde qui n'est pas vacciné ou peu vacciné. Et on sait que c'est avec un niveau faible de vaccination et d'interaction entre une vaccination faible et un virus qui circule que se crée du variant et du variant éventuellement résistant au vaccin. Et donc comment on va gérer sur cette année 2022 ces deux mondes
qui au plan économique, évidemment, sont fondamentaux et doivent continuer à se parler, et au plan humain également. Donc c'est la question que je mets sur la table ce soir pour vous, c'est comment on va gérer le Nord et le Sud au niveau du Covid. Bon, Madame la Ministre, vous nous avez évidemment écouté avec beaucoup d'attention. La stratégie des pays zéro Covid et la stratégie des pays évidemment orientés et centrés sur la vaccination, c'est le choix que nous avons fait. Quand on écoute le professeur Crémieux, il nous dit finalement c'est la conciliation d'une vaccination, d'une grande couverture vaccinale et puis de la préservation de ces gestes barrières. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y ait quand même une forme de lassitude et de fatigue et peut-être d'une fatigue démocratique dans notre pays si on doit continuer encore à vivre longtemps? Professeur Delfraissy nous parle de 2023-2024. On n'est pas sorti de cette crise. Je vous ai parlé de 2022. Ou 2022, bon, 2022-2023, je vous ai entendu le dire, 2023 quand même, dans les interviews. Est-ce que vous redoutez quand même une certaine forme de fatigue et de lassitude de la part des Français? Alors, moi, je n'ai pas de doute que cette crise, elle est difficile pour tout le monde. Elle est difficile parce qu'on a été privé de beaucoup de choses qui font le plaisir de la vie, d'aller dans des événements culturels, des événements sportifs, d'aller au restaurant ou au café, qu'on a demandé beaucoup aussi d'efforts aux employeurs et aux salariés avec la mise en place d'un télétravail dont on voit bien qu'il peut avoir des avantages, mais qu'il est aussi générateur de difficultés, en particulier pour ceux qui habitent dans un petit logement dans les métropoles. Donc oui, il y a certainement une forme de fatigue, mais moi ce que je note, c'est que néanmoins, il y a une très forte adhésion à la vaccination, qu'il y a une très forte adhésion au pass sanitaire, et que globalement, je partage tout à fait le message de confiance qui a été exprimé par certains. On a fait des choses extraordinaires dans cette crise. On a fait preuve d'une capacité de résilience, je pense qu'on n'imaginait pas. Quand on se rappelle qu'au printemps 2020, on a arrêté des pans entiers de notre économie, il y en a même certains qu'on n'a pas voulu arrêter, qui se sont arrêtés tout seuls, et que le dialogue social, qui a été très dynamique dans cette crise, a permis de relancer l'activité économique, qu'ensuite on a su passer à des niveaux de télétravail qu'on n'imaginait pas, on a su le faire, qu'on n'imaginait pas une adhésion à la vaccination comme on voit aujourd'hui. Je pense que ça doit quand même nous donner confiance sur notre capacité collective en France à agir ensemble pour surmonter des crises exceptionnelles. Et quand on voit aujourd'hui la dynamique de notre économie, qu'on a retrouvé le niveau d'emploi d'avant la crise, qu'on a des besoins de recrutement qui s'expriment dans beaucoup de secteurs, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit nous donner confiance dans l'avenir. L'échéance du 15 novembre, peut-être pour terminer en quelques secondes, on va pouvoir la tenir. Vous pensez qu'on va sortir, comme c'est envisagé, de ce régime de crise sanitaire et retrouver nos pleines libertés? Je vais m'en remettre aux scientifiques. Je ne suis pas sûr que le 15 novembre, on n'ait plus du tout besoin, dans aucun territoire, de mettre en œuvre un pass sanitaire pour maintenir ouverte. Je voudrais le redire, le pass sanitaire, ça permet de garder ouvertes des activités, donc c'est un levier de liberté. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en passer à partir du 15 novembre. En même temps, ce n'est pas une finalité en soi. Et je pense que la meilleure stratégie, ça reste de continuer encore la vaccination pour avoir le maximum de nos concitoyens couverts par la vaccination. Madame la Ministre, Olivier Ginon, professeur Delfraissy, Claude Crémieux et Bertrand Burgala et Laurent Mignon, bien entendu, qui étaient avec nous. On peut les applaudir tous les 6 pour cette table ronde autour de nos libertés, évidemment, et de cette crise sanitaire, liberté abîmée. Merci beaucoup pour votre attention. Excellente soirée. Nicolas, à toi la main, la parole.